Donc, bonjour, merci Dominique de cette introduction. Donc, je suis Alain Quinet, je suis économiste. Pour le moment, je travaille à la SNCF, voilà, mais j'ai toujours eu à côté de mes activités professionnelles un engagement économique, en particulier sur les sujets de la transition écologique. Et effectivement, je vais vous dire quelques mots pour introduire ce séminaire sur la valeur de l'action pour le climat, qui est peut-être un sujet dont certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Ça peut arriver. Mais il y a aussi dans la salle toute une série de personnes qui ont activement participé aux travaux que je vais présenter, puisque c'était dans le cadre d'une commission. Jean-Michel Trechet, Dominique Bureau, Boris Lehir, Jules Bourgueil, au moins. Et donc, voilà, je pense ils pourront également intervenir et réagir à mes côtés. Et donc, effectivement, j'ai compris que vous étiez une chaire qui, effectivement, le titre met l'accent sur les technologies. Et comme l'a dit Dominique, je pense que parler aujourd'hui avec un regard d'économiste de l'action pour le climat, c'est à travers cette valeur dont je vais vous présenter le sens, la valeur et les usages, c'est une bonne occasion de justement de mettre un pont entre les technologies, la science et puis l'économie et à travers cette valeur finalement de prendre la mesure du chemin qu'il nous reste à parcourir et des marges de manœuvre qu'on a pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire zéro émission nette. Alors, je vais peut-être commencer par une chose en fait simple mais qui me paraît très fondamentale, c'est de comprendre comment l'économie ambitionne de compléter l'approche scientifique. Parce qu'après tout, quand on est économiste du climat, comme quelques-uns dans cette salle, alors on n'est pas forcément du tout un scientifique. Moi, Dominique Lehn, moi, j'y suis pas. On n'est pas un spécialiste des technologies, on n'est pas un spécialiste de la science du climat. Et donc, on doit s'appuyer d'abord sur ce que la science dit. On est en Europe, donc on croit à la science. Et donc, pour résumer les choses simplement, dans les travaux que je vais vous présenter, on s'appuie beaucoup sur ce que dit le GIEC sur le climat et ce que disent les scientifiques à travers notamment l'AIE, à travers les travaux de la SNBC3, ce que disent les scientifiques sur les technologies de décarbonation à notre disposition, leur potentiel ou leur... Et donc, je pense que si on part des travaux du GIEC, il y a au moins un tableau que je voudrais vous montrer parce qu'il va finalement ancrer pas mal des raisonnements que je vais développer par la suite. C'est cette notion de budget carbone que vous connaissez sans doute, hein, mais qui correspond à deux idées. La première, c'est que les émissions de CO2, c'est un stock, donc on est face à une externalité de stock, et que donc le grand message issu des travaux du GIEC, c'est de dire, si on ne veut pas franchir avec certains niveaux de confiance certains seuils d'élévation des températures, eh bien, on a une limite quantitative de CO2 à ne pas dépasser dans les émissions futures. Et donc, vous avez ici pour différents seuils d'élévation des températures, à la fois ce qui a déjà été émis et concentré dans l'atmosphère, et donc ce qui reste à émettre pour ne pas franchir ces seuils. Et évidemment, plus la contrainte est forte sur l'objectif qu'on se fixe, moins la quantité à émettre est importante. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le message scientifique du GIEC, c'est de dire, voilà, on ne doit pas dépasser un certain seuil d'émission pour ne pas dépasser un certain seuil de température, avec bien sûr autour de de ces chiffres de l'incertitude que le GIEC met lui-même en musique. Alors, par rapport à ces approches quantitatives dans lesquelles on regarde des températures, des émissions de CO2, puis toute une série de variables intermédiaires, ce que l'économie cherche à faire, hein, de manière à la fois très ambitieuse et modeste, c'est d'essayer de transformer ces données scientifiques du GIEC dans des éléments de bien-être et de bien-être qu'on va chercher à monétariser.
on va chercher à donner une valeur monétaire à la fois aux dommages et aux actions destinées à éviter ces dommages. Et donc ça, cette transformation de quantité en bien-être, elle va passer par l'élaboration de coûts, de valeurs ou de prix. Hein. Je vais employer de manière un peu lâche ces trois expressions de manière synonyme à ce stade-là. Et donc, les économistes en général cherchent à synthétiser les enjeux monétaires du changement climatique à travers deux grandes références. Il y a une première référence, c'est ce qu'on appelle le coût social du carbone. Quel est le coût d'une tonne de CO2 émise aujourd'hui? Coût qui s'exprime en termes monétaires. Et donc, on va chercher à donner une valeur monétaire aux dommages présents et futurs associés à une émission de CO2. Derrière cette question, qui semble technique, il y a évidemment des enjeux éthiques. Hein, à quel taux on actualise les dommages futurs? Est-ce qu'un État s'intéresse uniquement à ces dommages ou aux dommages mondiaux? Voilà, c'est en soi un sujet que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Et puis, il y a une deuxième référence qu'on peut élaborer, c'est de se demander quel est le coût pour atteindre un objectif climatique qu'on se donne. Donc, il y a bien deux questions différentes. Quel est le coût social des dommages et quel est le coût d'atteinte d'objectifs que l'on peut se donner? Alors, je vais quand même dire un mot de la première notion, même si ce n'est pas l'objet de nos travaux, parce que dans le coût social des dommages, ou le coût social du carbone, a été une référence qui a donné lieu à des travaux considérables, controversés, mais quand même très remarquables et très nécessaires, qui ont été essentiellement conduits aux États-Unis par une mise en réseau des universitaires et des grandes agences américaines, commencées par l'Agence pour l'environnement. Et tout au long alors, ce sont des calculs qui ont toujours été soumis aux aléas de la politique, hein, mais tout au long de l'administration Biden, il y a des travaux qui ont été conduits et qui ont abouti à des valeurs de coût social du carbone. La valeur de référence étant ici de 185 dollars de coût actualisé des dommages pour une tonne de CO2 émise aujourd'hui, sous l'hypothèse d'un taux d'actualisation des dommages futurs de 2%. Vous voyez que, sans surprise, ce genre de calcul est très sensible au taux d'actualisation. C'est pour ça que les travaux publiés montrent la plage de valeurs possible en fonction des taux d'actualisation. Donc, ces travaux sur le coût social du carbone, ils ont été en général assez peu engagés en Europe. C'était essentiellement un bien public produit par les administrations et les universitaires américains au profit de l'ensemble du monde. Et effectivement, il y a un coup de tonnerre qui est arrivé le 20 janvier dernier, puisque un peu à la surprise de tout le monde, on a vu que dans la première vague des 200 décrets du premier jour de la présidence Trump, eh bien, le décret sur l'énergie explique que le coût social du carbone ne repose pas sur des bases scientifiques sérieuses et que donc il a vocation à être sorti du référentiel d'évaluation des États-Unis et donc des référentiels d'évaluation, des réglementations, sans parler même des tarifications du carbone. Et donc aujourd'hui, on a un chiffre scientifique qui existe, hein, toujours, de coût social du carbone, mais dont on comprend qu'il n'a pas vocation à être entretenu, mis à jour, ni même utilisé dans le cas de l'administration américaine. Et donc, on se retrouve, alors qu'on avait deux références et qu'on avait en gros deux jambes, hein, on avait, voilà, il y a une jambe qui est en train de se paralyser, et donc on se retrouve avec une seule référence qui est la référence, non pas du coût des dommages, mais du coût de la valeur de l'action. Et bien involontairement, il faut reconnaître aujourd'hui que, en l'absence de coût social du carbone entretenu,
il y a, et en l'absence de valeur de l'action pour le climat européenne, on pourra y revenir, les deux seuls pays qui cherchent à épisodes réguliers à entretenir un calcul sur la valeur de l'action pour le climat, sur le coût d'atteinte des objectifs, c'est d'un côté le Royaume-Uni et de l'autre côté la France. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la troisième livraison des travaux français sur la valeur de l'action pour le climat, parce que je pense qu'on peut s'honorer depuis une quinzaine d'années d'avoir une méthodologie qui produit à échéance régulière des trajectoires de valeur de l'action pour le climat. Et donc, ce que je vais faire de manière très compacte, hein, c'est vous essayer de vous dire un petit peu les logiques de construction de cette valeur, vous présenter ce qu'est la trajectoire publiée il y a quelques mois, et puis aussi vous dire quelques mots des usages qui sont faits ou qui pourraient être faits de cette valeur. Alors, la valeur de l'action pour le climat, elle répond donc à la deuxième question que je mentionnais au départ, c'est-à-dire une logique ou efficacité, comme on dit, c'est-à-dire que on se fixe des objectifs et on regarde quel est le coût d'atteinte de ces objectifs et donc la valeur qu'il faut donner aux actions qui contribuent à cet objectif. Alors, vous avez ici un graphique que vous connaissez tous, j'imagine, qui est le graphique des émissions françaises de gaz à effet de serre, avec l'effort accompli depuis 1990, qui est l'année de référence des efforts, et puis ici le chemin qui reste à parcourir. Et je pense que le point à noter, c'est que par rapport au budget carbone que je vous avais présenté, en fait, la France n'a pas fait le choix formellement de s'attribuer une quote-part du budget carbone qui lui reviendrait de maîtriser, mais que la France, comme beaucoup de pays, a fait un choix qui est extrêmement normatif, on va dire, puisque on fixe un objectif, on fixe une date précise pour l'atteinte de cet objectif, et puis, de facto, on fixe de manière aussi précise le chemin que l'on doit atteindre pour atteindre cet objectif. Et depuis le début du lancement de ces exercices sur la valeur de l'action pour le climat, je ne dis pas qu'on bute sur cette difficulté, mais on est confronté à essayer de révéler un prix qui est contingent à des objectifs qui sont définis en niveau, en date et puis en trajectoire. Et donc, dans le travail qu'on a conduit, évidemment, on a tenu compte de cette ambition de politique publique, mais on a aussi essayé de raisonner, ce qui est un peu plus riche, en cumul d'émissions à abattre, en essayant de reconstituer de facto le budget carbone qui reste à notre disposition avant de dépasser les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, les choses ici commencent à être intéressantes parce que on a été confronté finalement à une première grande question qui en fait parcourt beaucoup des débats autour de la transition écologique, qui est quelle est la part attribuable à la sobriété et quelle est la part attribuable au changement technologique. Alors, par rapport à cette question-là, et en s'appuyant sur les différents modèles qu'on avait, je ne rentre pas dans le détail de ces modèles, ça me prendrait trop de temps, le message général qui ressort de nos travaux, c'est que quand on parle de sobriété, d'abord, même si on est assez volontariste sur la sobriété, on ne peut pas espérer que la sobriété puisse faire 20%
Voilà, plus de 20% du chemin qui reste à parcourir. L'ordre de grandeur, me semble-t-il, c'est entre 10 et 20. Voilà. Quand on est un peu volontariste, on arrive à 20. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qui ressort des analyses qu'on a fait sur la sobriété, c'est que dans la sobriété, il y a quelque chose qui est potentiellement gratuit, hein, qui est les changements de préférence des agents économiques. Mais sauf à spéculer sur des changements de comportement, c'est quand même assez difficile de déceler des changements de préférence ayant dès aujourd'hui un impact macro significatif. Et donc, dans la sobriété, il y a assez clairement, et je pense que la SNBC 3 l'éclaire bien, une dimension collective. Par exemple, moins de besoins de trajet domicile-travail, plus de densification des villes, des changements de température dans des bâtiments publics ou collectifs. Voilà. Donc, il y a beaucoup de l'efficacité énergétique. Et donc, il y a beaucoup de sobriété collective qui n'est pas gratuite au sens où elle nécessite des investissements collectifs importants. Hein, typiquement, investir dans les transports publics dans les villes, par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a identifié la part raisonnable et plausible que l'on pouvait injecter de sobriété, il reste en fait à peu près 80% du chemin. Et ça passe par des changements technologiques. Et donc, comme je l'ai dit, hein, la commission que j'ai réunissée et que j'ai animée n'était pas une commission de scientifiques, c'était une commission d'économistes. Et donc, on s'est appuyé sur à la fois la littérature internationale, je pense à l'AIE, un certain nombre de travaux, les futurs énergétiques de RTE, les travaux, malgré tout, interservices de l'administration faits en appui de la SNBC 3. Et donc, on a essayé de se faire voilà, une idée raisonnable du champ des technologies potentiellement mobilisables. Donc, et en gros, le travail que l'on a fait repose sur trois grandes hypothèses. Première grande hypothèse, c'est que sans rentrer dans le détail, on fait l'hypothèse quand même d'un déploiement volontariste, je pense qu'on peut le dire comme ça, hein, sous le contrôle de Boris et Jules, d'un déploiement volontariste de technologies existantes. Voilà, vous les connaissez toutes, hein, les pompes à chaleur, batteries, etc. Euh, Tout en restant prudent et sur les puits et sur les ruptures technologiques. Voilà, il n'y a aucune géo-ingénierie qui vient tout d'un coup miraculeusement régler les problèmes. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ça le cadre. Alors ensuite, euh, je voudrais quand même attirer votre attention sur un peu les enseignements des modèles. Alors, on avait plusieurs modèles à notre disposition, je ne détaille pas, mais vous avez une première manière de fonctionner qui est de prendre des modèles macroéconomiques assez classiques, hein, on en a d'excellents en France, et par rapport à une tendance générale, de regarder comment est-ce qu'il faut euh, faire évoluer les comportements pour essayer de se mettre sur une cible convergent vers zen. Et globalement, euh, les trois exercices confirment ce point-là. Si vous mettez juste une tendance incrémentale de Polytechnique, aller sur le passé, et que vous cherchez à regarder en mettant une taxe, en mettant des contraintes, comment est-ce qu'on peut arriver à Z, en fait, on voit bien qu'au bout de 10 ans, le modèle macroéconomique, en fait, il tend à se perdre. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des prix du carbone tellement élevés pour appuyer tellement fort sur les comportements qu'on sort d'une zone voilà, de réalisme ou de pertinence du modèle. Donc, en général, ce que l'on voit, c'est que les modèles macroéconomiques, au bout de 2035, il dit qu'il faut arrêter de travailler avec lui, hein, si on est sérieux. C'est pour m'exprimer simplement. Euh,
Alors, en deuxième chose qu'on a faite, qui est d'ailleurs un phénomène un peu nouveau, c'est avec notamment le modèle Titan qui avait été mis au point par Boris et Jules, on a essayé de se dire, ben, raisonnons en budget carbone. Euh, N'accordons pas peut-être trop d'importance à tous les points de passage annuels qui nous mènent vers Zen, mais si on essaye de se dire, voilà, on essaye d'atteindre Zen, et puis on essaye de comprendre sous les hypothèses technologiques que j'ai indiquées de manière extrêmement agrégée, euh, quel type de trajectoire il faut suivre. En fait, le modèle, globalement, je dirais qu'il a tendance à valoriser, enfin, à valider les trajectoires françaises, mais avec deux petits caveats au départ et à l'arrivée. Le premier, c'est que au départ, le modèle pousse plutôt à faire davantage d'efforts. Hein, donc ça, c'est assez conforme à l'intuition qu'il faut bien valoriser les efforts initiaux. Et à la fin, le modèle souffre simplement parce que pour les 5 derniers points d'émissions à abattre, ben, on est quand même dans beaucoup d'incertitudes technologiques et donc le modèle ne garantit pas l'atteinte de Zen en 2050 à raison de l'incertitude qui existe aujourd'hui sur le potentiel et les coûts des technologies d'abattement. Donc c'est pour ça que j'ai matérialisé deux petites flèches qualitatives sur le besoin d'efforts précoces et la difficulté devant laquelle on est tous, qui est qu'on a un objectif précis et qu'on n'a pas aujourd'hui tout le panier de technologies qui permet de l'atteindre de manière certaine. Voilà, je vous donne ici une illustration voilà, de ce que le modèle Titan décrit. Donc, en termes de déploiement volontariste des technologies, vous voyez que entre 2030 et 2050, évidemment, il y a un saut important qui est attendu. Sur quel est en gros le résultat de nos travaux? Le résultat de nos travaux, c'est cette courbe, c'est-à-dire une valeur de l'action pour le climat qui, en euros constants, commence à 256 euros 2025, euh, ce qui est une valeur élevée. Hein. C'est d'ailleurs une valeur qu'on a sensiblement revalorisée par rapport aux évaluations passées. Et pourquoi ce chiffre est élevé? Ben parce que le chemin à parcourir est important. Hein. Je pense que si on avait fait davantage d'efforts par le passé, ben la valeur serait plus basse. Si on avait un objectif un peu moins ambitieux, la valeur serait plus basse. Et si on a des bonnes nouvelles technologiques ultérieures, la valeur baissera. Mais voilà, en l'état actuel du chemin qui reste à parcourir et des technologies disponibles, euh, eh bien, l'intensité de l'effort est évaluée à 256 euros la tonne de CO2. Et vous voyez que c'est une valeur qui progresse dans le temps jusqu'à atteindre 563 euros en 2050. Une des propriétés importantes de cette courbe, c'est qu'elle est croissante dans le temps et elle est plus précisément croissante au taux d'actualisation de la socio-économie française, c'est-à-dire 3,2%. Et globalement, ce qu'il faut retenir de cette règle dite de haute ligne, c'est que si vous engagez aujourd'hui un investissement de décarbonation, les bénéfices futurs de l'investissement ne seront pas dévalorisés par l'actualisation. Hein, je pense que c'est ça le point le plus important. Et puis inversement, si vous avez un investissement rentable aujourd'hui, vous avez intérêt à le faire tout de suite et non pas à attendre plus tard que la valeur soit plus élevée. Voilà, donc ça, c'est le résultat chiffré, c'est la valeur de l'action pour le climat, c'est-à-dire c'est à la fois le témoignage de l'intensité des efforts qu'il faut conduire et la valeur qu'il convient de donner aux actions qui contribuent à l'atteinte de l'objectif. Alors, vous remarquerez que d'ailleurs cette valeur est
Voilà. Pas totalement décalé hein, par rapport aux autres valeurs. Les Anglais sont à 260 livres la tonne et le calcul américain, je vous l'ai rappelé, c'est 185 dollars. Donc vous voyez que même si les méthodologies sont différentes à chaque fois, il y a une forme de convergence des valeurs qui est à certains égards plutôt rassurante pour chacun des auteurs du calcul. Alors maintenant, je voudrais, pour terminer, je crois que je vais prendre encore 5 minutes, pas plus, 5-10 minutes, vous dire, une fois que j'ai fini de manière très synthétique de vous dire à quoi, comment les travaux, comment cette valeur était construite, c'est de vous dire en gros à quoi elle peut servir. Alors, je vais vous montrer plusieurs 3-4 angles d'attaque un peu différents, certains macros, certains beaucoup plus micros. Alors, d'abord, première, premier élément, c'est de prendre la mesure de l'écart qu'il y a entre cette valeur de l'action pour le climat, hein, qui est 256 aujourd'hui, 300 euros en 2030, et puis de ce qu'est la tarification effective du carbone. Je ne prétends pas que toute la valeur ait vocation à se traduire en taxation, mais ce n'est pas inutile de regarder un peu comment est tarifé le carbone aujourd'hui. Alors, vous savez que globalement, aujourd'hui, on a un petit tiers de nos émissions qui ne connaissent aucune tarification, et puis pour les deux autres tiers, il y a soit une taxe carbone hein, de 45 euros la tonne, ou alors un prix des quotas de CO2, notamment pour l'industrie et l'énergie, la grande industrie et l'énergie. Et donc, quand on regarde les calculs agrégés qui sont faits par le ministère de la Transition écologique, ils arrivent à la conclusion que les émissions de CO2 en France, pour les deux tiers qui sont tarifés, connaissent un taux qui est de l'ordre de 91 euros. Chiffre 2023, sachant que c'est un majorant, parce que quand on tarifie, quand on taxe l'essence, on taxe plus que le carbone. Voilà, donc c'est un majorant. Et donc vous voyez qu'il y a globalement un rapport qui est de 1 à 3, en étant généreux sur le 1, entre la valeur de l'action pour le climat et la tarification effective. Deuxième calcul, vous le trouverez d'ailleurs dans l'ouvrage récent de Christian Gaulier, le coût de l'inaction pour le climat. Lui, il utilise la valeur pour le climat de manière régulière pour essayer de faire une évaluation du coût de la transition. Et de fait, c'est un calcul qui n'est pas inintéressant. C'est que si vous prenez uniquement l'intervalle de temps 2024-2030, on doit à peu près baisser les émissions de 110 millions de tonnes. Alors, le coût 2030 de 300 euros, c'est évidemment un très grand majorant du coût de la transition, puisque c'est un coût marginal. Et donc, on peut espérer abattre les 110 millions de tonnes à un coût qui est inférieur à 300, puisque c'est par définition un plafond. Mais si vous prenez, par exemple, une fourchette 150-300, vous arrivez à la conclusion que le coût de la transition en 2030, c'est de l'ordre de 1% du PIB. C'est un ordre de grandeur qui est relativement consensuel. Il était d'ailleurs déjà dans le rapport Stern de 2007-2008 hein, au niveau mondial. Donc, c'est pas un coût d'investissement. Hein. Pisani-Ferry arrive au double sur l'investissement, mais voilà, c'est un coût de la transition net, voilà, net aussi des économies. Et puis, peut-être le troisième point que je voulais vous montrer, c'est aussi en termes d'évaluation, de calcul économique, à quoi peut servir la valeur de l'action pour le climat. Alors, là, il y a un calcul très simple sur le principe. Je vais le présenter de manière un petit peu brutale. On peut être plus subtil dans la mise en œuvre, hein, mais c'est pour me faire comprendre. C'est que la valeur de l'action pour le climat, ça peut être comparé assez directement à ce qu'on appelle les coûts d'abattement.
de différentes actions, c'est-à-dire le surcoût d'une action de décarbonation en investissement et puis en exploitation. Et donc, vous pouvez, pour chaque action de décarbonation que vous envisagez, regarder, calculer le coût d'abattement de cette action et puis la comparer à la valeur de l'action pour le climat. Je vous donne un exemple, par exemple, puisque ça a été fait en miroir de nos travaux par d'autres rapports, notamment les rapports critiques. Vous prenez le cas assez classique du coût d'abattement du véhicule électrique. Ben vous regardez le coût d'investissement dans l'électrification des véhicules, à la fois le coût du véhicule, le coût des bornes de recharge. Vous ajoutez à ça, donc là il y a un surcoût, vous ajoutez à ça le gain à l'usage, hein, sous différentes hypothèses de prix de l'énergie, et puis vous rapportez ça aux émissions de CO2 que l'électrification du véhicule permet d'abattre. Et par exemple, Patrick Ricky trouve que pour une citadine électrique, le coût d'abattement, il est compris entre 220 et 275. Et vous voyez que la valeur de 256 qu'on a calculée, elle est assez critique parce qu'elle tombe pile au milieu de l'intervalle critique et elle vous dit, bah, aujourd'hui, on est dans une zone où déployer le véhicule électrique en ville par rapport à la valeur de l'action pour le climat, ça vaut le coup. Si on avait démarré avec une valeur plus basse, on aboutirait à la conclusion que ça ne marche pas. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est un point important. Et donc vous voyez que là, typiquement, on est dans un cas de figure où la valeur de l'action pour le climat vous donne un niveau de confort suffisant pour engager ce déploiement. Alors, ce qu'il faudrait essayer de faire, oui. Mais là, juste une question de compréhension de la méthode qui est plus critique. Du coup, le gain d'usage, c'est bien un spread de prix enfin, un spread d'OPEX. C'est ça. Et pas de double comptage dans ce calcul. Il a fait sur le TS1, sur le prix de CO2. Il a bien neutralisé toute la question du carbone. Oui, absolument. Oui, c'est là on regarde les actions. Donc, il faut bien comparer un prix des énergies fossiles et un prix de l'électricité. C'est ça. Non, là, on regarde que les émissions territoriales. Hein, voilà, alors vous voyez que si on essaye de généraliser ce calcul, on aboutit à une courbe, vous savez, qu'on appelle souvent les courbes de McKinsey, parce que McKinsey était le premier à la produire, mais ensuite ça a été repris par je dirais, les administrations, les pouvoirs publics, qui est d'essayer d'étager les coûts d'abattement des différentes actions possibles. Hein, et donc on arrive un peu à cette forme un peu en escalier, où on a ici, pour quelques actions, des coûts d'abattement qui sont négatifs, c'est-à-dire, je sais pas, le fait de manger moins de viande, si les préférences ont changé, vous fait faire à la fois des économies en euros et des économies en CO2. Et puis, vous avez ici toute une série d'actions qui vont avoir un coût d'abattement positif, donc qui vont coûter, mais avec de très grands écarts de coûts, non seulement entre les secteurs, mais surtout au sein de chaque secteur. Quand on travaille avec un niveau de granulométrie assez fin, on arrive à l'idée que quand on isole les combles d'une maison ou d'un immeuble, qu'on fait de la rénovation de passoires thermiques, on est sur des zones de coûts d'abattement qui sont relativement faibles. Et voilà, ainsi de suite pour les différents secteurs. Voilà, quand on rentre dans le détail, on arrive souvent à une très grande hétérogénéité des coûts d'abattement. Et donc, l'intérêt de la valeur de l'action pour le climat, c'est un peu de vous faire un peu le partage entre ce qu'il est efficace de faire, de stimuler, et ce qu'il vaut mieux ne pas déployer aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de R&D, d'innovation à stimuler, mais en tout cas, ne pas déployer.
Voilà, donc j'ai mis ici quelques exemples qui ont été publiés par France Stratégie. Je sais qu'évidemment, les secteurs qui sont au-dessus de ces courbes considèrent que les calculs ne sont pas bien faits et méritent vérification. Ceux qui sont en dessous trouvent que les calculs sont pertinents. Voilà, c'est normal, hein, c'est le jeu de rôle. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'incertitude, hein. Les scénarios de référence peuvent faire évoluer les résultats. Mais globalement, c'est quand même ça l'idée, c'est que la valeur de l'action pour le climat vous définit le périmètre de ce qu'il est rentable de déployer aujourd'hui. Et évidemment, plus la valeur est élevée, plus le périmètre des actions rentables s'étend. Voilà, alors quand on est sur la production d'énergie, mais alors je pense que Charles va rebondir dessus, je ne développe pas, eh bien la valeur d'action pour le climat donne de la valeur aux actions de décarbonation. Vous voyez, pour le cas de la route, c'est le cas. Et je vais peut-être terminer juste par vous donner un exemple pour le ferroviaire, puisque c'est ça que je vis à titre personnel. Euh, alors, vous voyez que là, je vous ai mis ici, à titre purement illustratif, l'évaluation socio-économique d'un grand projet qui est Marseille-Vintimille, hein, qui a commencé. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que dans le cas du ferroviaire, ce qui va donner beaucoup de valeur au projet, c'est d'abord le gain de temps. Le gain carbone, il existe, hein, mais vous voyez ici, vous avez en euros la valeur des gains de temps pour les voyageurs. Donc, on est autour de 6 milliards. Et quand vous regardez en revanche la valeur des émissions de CO2, on est sur des grandeurs qui sont beaucoup plus petites. L'autre chose à noter, c'est que, évidemment, la valeur climat d'une ligne ferroviaire, mais ça vaut aussi pour un métro, un tramway, ça dépend beaucoup de la référence qu'on se donne sur le niveau de décarbonation de la route. Hein, puisque pour faire simple, si la route est peu décarbonée, ben, on le voit ici, euh, le projet génère, avec la valeur de l'action pour le climat, une valeur climat importante. Si la route est décarbonée, les gains climat, quel que soit le niveau de la valeur de l'action pour le climat, se dissipent. Donc, le calcul, la valeur d'action pour le climat, elle vous donne le périmètre des actions rentables. Voilà, on doit prendre en compte aussi les autres paramètres qui rentrent dans ce calcul. Ben, voilà ce que je voulais vous dire pour vous appâter sur cette valeur. Alors, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que d'abord, globalement, on est ressorti de cette commission, mais je pense sous le contrôle de ceux qui étaient, plutôt contents de la valeur de notre travail. Voilà, on est content de notre travail. Non, mais il y a toujours des choses à travailler, mais on a le sentiment d'avoir une valeur, d'avoir une trajectoire qui reflétait, bien sûr, qui bien sûr butait sur des incertitudes, mais qui en tout cas permettait, de manière simple et lisible, de donner un guide pour l'action. La deuxième chose, c'est que cette valeur de l'action pour le climat, elle n'a pas forcément une très grande résonance médiatique, mais moi, ce qui me satisfait, c'est qu'on voit bien, malgré tout, que ça imprègne les politiques publiques en amont et qu'on voit de plus en plus les calculs de coûts d'abattement, par exemple, se généraliser. Et donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que on progresse dans l'évaluation. Pour moi, la grande terre de mission, c'est l'Europe. C'est-à-dire que la grande limite de la valeur de l'action pour le climat, c'est que c'est une valeur française. Et on rêverait d'avoir cette valeur-là au niveau européen, parce que ça, on aurait, voilà, sur 27 pays, on aurait des choses, je pense, voilà, plus intéressantes, complémentaires, peut-être plus riches à partager. Mais pour ça, voilà, il faut convaincre l'Union européenne de se lancer dans ce type de calcul et ce n'est pas encore totalement fait. Voilà. Pardon, j'étais sans doute un tout petit peu trop long. Alors, je ne sais pas comment on gère ça, parce qu'il y a deux interventions. Alors, peut-être que le mieux, c'est de prendre les deux rebonds et puis ensuite de discuter. Enfin, voilà, à votre convenance. Dominique, c'est toi qui décide. On peut prendre quand même D'accord, très bien. une ou deux questions. Parfait. S'il y en a,
Pour être sûr sur la modélisation, euh, vous êtes parti du principe que l'industrie allait pas bouger et comment l'industrie allait changer pour se décarboner. Et donc, il n'y a pas forcément de scénario de soit de fuite de carbone, comme ce qu'il dit avant, soit de réindustrialisation, ce qui modifierait la valeur calculée, quoi. Oui, oui. Oui, oui, c'est un bon point. Alors, effectivement, on s'est appuyé sur les grandes hypothèses structurantes de la SNBC3, qui effectivement sont des hypothèses qui sont davantage tournées vers la réindustrialisation que vers la délocalisation, hein, et les fuites de carbone. Donc effectivement, l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de fuite de carbone. Donc il y a bien une forme d'hypothèse sous-jacente d'un niveau minimal de coopération internationale. Voilà. Alors, on peut discuter ça, hein. Je pense qu'il y a de vrais enjeux industriels, évidemment, liés à la stratégie de décarbonation, que cette valeur ne capte pas, hein. Il y a juste un point technique, hein, c'est juste un point technique, c'est que si les fuites de carbone se matérialisaient, ce serait évidemment un enjeu de premier rang pour l'avenir des industries européennes. Pour la valeur de l'action pour le climat, en fait, ça jouerait assez peu parce qu'il y aurait presque une partie de la décarbonation qui se ferait par ce chemin-là. Donc, ça ne ferait pas monter la valeur de l'action pour le climat. Ça pourrait même peut-être la faire baisser. Oui, c'est ça. Oui, Et du coup, ça serait quand même ça serait un peu du carbone qui serait foncé et pas. oui, absolument. Quoi. Absolument. Absolument. Ok. Dans ces conditions, ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être aux deux rebonds qui étaient prévus. Alors, au fond, on peut rebondir dans deux dimensions. Une dimension plutôt académique, méthodologique, de revenir sur quelle est l'origine, la pertinence des choix qui ont été faits pour fonder les chiffres qui ont été faits, à la fois en termes de méthode et en termes quantitatifs. Ça, c'est une première entrée. Puis, il y a une deuxième entrée qui est, au fond, cette valeur de l'action carbone, comme vous l'avez compris, a, a vocation à servir de référence concrètement pour guider des choix de décarbonation, des choix d'investissement d'entreprise, etc. En disant, au fond, cette valeur de référence, elle va permettre de vous dire concrètement ce qu'il faut faire en termes de stratégie de décarbonation au niveau de chaque acteur, public ou privé. Donc la deuxième question, c'est un peu, est-ce que ce qu'il faut faire, implicitement lié à cette valeur, mettons, de 256 euros la tonne de carbone, est-ce qu'elle retrouve ce que les gens qui sont dans les entreprises, qui font des projets concrets, ont l'impression qu'il est pertinent est-ce que ça correspond à la même idée de ce qu'il faut faire? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut le faire ou quels sont les obstacles qui font que c'est peut-être ce qu'il faut faire, mais qu'on ne peut pas faire? Alors je pense que Charles, c'est plutôt là-dessus en fait que tu vas parler, donc j'aurais tendance en plus à rebondir sur la question qui vient d'être posée. Donc je te passe la parole, sachant que moi je reviendrai sur le fait que on est content de ce qu'on a fait, mais il y a des choses des petites questions dans les points qui émergent. Il y en a certaines qui sont traitées dans les annexes, notamment je pense à la contribution de Catherine Schubert, qui est une question, mais on augmente comme ça au rythme de 3,2% par an. Jusqu'à quand, quoi? C'est-à-dire, une fois qu'on a totalement décarboné l'économie, qu'est-ce qu'on doit faire? On continue à monter ou est-ce qu'on arrête le prix? Donc ça c'est typiquement quelque chose qui est traité dans les annexes au rapport. Et je vous en parlerai d'un autre aspect. Ah, ça dépend donc, tu n'avais pas d'info alors? Non, non, non. Oui. Donc, du coup, en rebond, je n'ai pas de slide pour les slides d'Alain, à la fois l'écran pour rendre ça de façon, disons, effectivement, assez disons, en aval de ce que a pu faire la commission Alain Quinet. Concrètement, comment est-ce que une entreprise comme EDF utilise à la fois lit ses travaux, disons, s'enrichit de cette analyse et peut le décliner d'un point de vue opérationnel. Donc, Dominique citait choix d'investissement et recommandation de politique publique, c'est vraiment les deux disons, déclinaisons très concrètes sur lesquelles la Vert d'Action pour le climat euh, nous alimente. Sur les choix d'investissement, là, Alain, tu l'as très bien déjà décrit quelque part par étape.
une entreprise comme EDF est intéressée à la décarbonation en général, parce que quelque part, c'est quand même notre cœur d'activité, donc ça tombe bien, parce qu'on est quand même souvent, non seulement du côté de la décarbonation, et souvent aussi dans le bas des courbes d'abattement. Donc, un peu structurellement, on est déjà très aligné avec cet agenda-là, mais ça permet évidemment, dans un contexte où les budgets, les finances publiques privées sont contraintes, on a le même besoin de prioriser les actions. Et donc, on a besoin de telles métriques pour optimiser les choix d'investissement. Ça vaut pour EDF, ça vaut pour le système dans sa globalité. Et donc, disons, le document sur lequel je souhaite m'appuyer, c'est le scénario net zéro qu'a publié EDF il y a à peu près un an, qui est une vision système. Ce n'est pas que le périmètre EDF. On essaie de s'extraire, effectivement, de ce biais un peu, disons, consubstantiel du fait que la décarbonation, on aime bien, parce que nos technologies sont en train de décarboner, mais on essaie vraiment de rester objectif et de se poser la question de comment optimiser la transition. Le premier point, c'est que c'est forcément disons, une approche un peu normative. On prend comme donnée l'atteinte de neutralité carbone à 2050. Donc c'est un exercice complémentaire d'exercices de prévision qui aurait vocation à décrire des mondes beaucoup plus dystopiques où un épisode de backlash climatique se prolonge. Mais on a bien besoin des deux. On a besoin d'une direction de voyage pour savoir où est-ce qu'il faut aller d'un point de vue normatif, et ensuite pénaliser les écarts à cette trajectoire. Et dans ce scénario-là, on aborde bien la question de la décarbonation en 3 temps: la demande énergétique, la production d'énergie et ensuite la production d'électricité. Pour rendre ça un peu concret, ce sont 3 niveaux, disons, d'analyse. Alain, tu faisais référence au modèle macroéconomique qui, après 2035, explose. Ça montre, et aussi ce de Jules et de Maurice, mais qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'un grand modèle de tout dans tout, qui à chaque fois bien sélectionner le bon modèle pour répondre à la question qui est posée. Et donc, là, typiquement, dans ces 3 temps-là, on n'a pas forcément le même modèle, mais à chaque fois, il y a besoin d'une valeur d'action pour le climat, il y a besoin d'optimiser les choix, notamment d'investissement et d'exploitation. Le point de départ de notre exercice à nous est plus frustre que le vôtre, parce que nous, on a pris, c'est une approche coefficacité, mais encore plus, je veux dire, basique, parce qu'on a pris le point 2050 comme donnée, alors que, donc, si on a bien lu votre rapport Commission Climat 3, permettait une approche en budget carbone, de la relaxation sur les 2 points de départ et d'arrivée. Nous, on prend le point de traité carbone 2050 comme donnée, mais clairement, de ce travail-là, on en sort surtout des messages qualitatifs. C'est surtout ça qu'il faut retenir, et ces messages-là sont robustes. Dans la première brique, le temps un peu de la demande en énergie, ce qu'on retrouve, c'est un peu la priorité à l'électrification. Donc là, je rebondis sur le McKinsey Cost Curve, c'est pour un peu pas faire trop d'honneur, mais les coupes d'abattement marginales où c'est relativement robuste, effectivement, on peut faire le travail de batterie critique, une action d'électrification des usages, donc bien de la décarbonation de la demande en énergie, sont très rentables. Notre question, là, juste de bien se clarifier que dans le calcul, il est fait quand on compare le coût d'abattement à la réduction pour le climat, il ne faut pas qu'il y ait de double comptage de la tarification carbone. Il s'avère, mais ce contrôle, c'est a priori équivalent, mais qu'on le fait en internalisant un prix caché du carbone, hein, donc pas juste explicitement un prix implicite du carbone dans la coût d'abattement, mais c'est globalement le même message, que c'est rentable à partir du moment sous contrainte de traiter carbone, c'est rentable d'électrifier. Donc là, on a des exemples des chiffres très parlants, à la fois en efficacité énergétique et en décarbonation. Vous passez du véhicule thermique au véhicule électrique, vous passez de la chaudière gaz à la chaleur, de vraiment, vous faites moins de tiers, donc moins 66%. En tout cas, l'EDF, on se permet de pas mal communiquer sur ça parce que c'est relativement robuste. Alors, ce sont les émissions directes, c'est pas totalement en ACV, mais bon,
ça montre quand même qu'il y a quand même un très fort gain d'efficacité macroéconomique à électrifier les usages. Donc ça, c'est quelque part, c'est le premier usage de la valeur d'action pour le climat, c'est de bien insister sur la définition de la demande. C'est le premier et quelque part, c'est le plus important parce que si vous suivez un peu l'actualité du système électrique français et européen, il s'avère qu'on est en fait très bien placé du point de vue de l'offre, la décarbonation de l'offre énergétique par l'électricité, au sens où on déploie de plus en plus une capacité de production d'électricité décarbonée, à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables, mais on s'inquiète de plus en plus du fait que la décarbonation de la demande d'énergie ne suffit pas. Et côté d'électricité, à partir du moment où la stratégie un peu d'ensemble d'électrifier à la fois la demande et l'offre d'énergie, on risque quand même de se retrouver avec des mismatchs, où certes on aura décarboné l'offre en électrifiant, concrètement on aura construit des énergies renouvelables et du nucléaire, mais en face, la demande d'énergie sera restée fossile, et là quelque part on aura tout perdu, parce qu'on aura, non seulement on n'aura pas décarboné notre usage fossile, mais en plus on aura dépensé beaucoup d'argent dans des moyens de production électrique qui ne serviront pas. C'est pas seulement égoïste comme l'EDF qui veut vendre ses électrons, c'est qu'il y a un énorme, une énorme source d'optimisation pour le système à avoir ce désappareillement entre demande et offre en électricité, et ça même bien le problème de la décarbonation des usages. Donc ça, c'est le premier message. Maintenant qu'on passe sur la deuxième brique, la production d'énergie, là aussi, on a bien une mentalité valeur d'action pour le climat, même si, pas rentrer dans le détail, enfin, après cet échange, mais on n'est pas forcément une modélisation. Et quand on se pose la question de, à demande énergétique donnée, quel mix énergétique en termes de vecteur énergétique mettre en face, on se fait un truc très fort qui est que la production d'électricité se taille la part du lion à 2050. Aujourd'hui, c'est 20% de notre mix énergétique, 20% de consommation finale d'énergie repose sur le vecteur énergétique de l'électricité. Il faut passer à 60%, faire x3 du camembert. Alors, le camembert, lui, diminue en l'occurrence de moins 40% parce qu'on a fait beaucoup d'efficacité énergétique, mais la part d'électricité dans ce camembert-là doit passer de 20% à 60%. Ça vient bien du double bénéfice d'électricité, qui est que non seulement c'est efficace énergétiquement, un peu à l'étape 1, mais qu'en plus, la production d'électricité est plus facile à décarboner de façon efficace. 100%, c'est pas non plus 100%, donc ça montre qu'on n'est pas non plus donné à tout l'électron. On considère, de par ce calcul de coefficacité sur la base d'une approche valeur d'action pour le climat, laisse 40% aux autres vecteurs énergétiques décarbonés, les molécules décarbonées, globalement les bioénergies, les molécules de synthèse et les molécules fossiles écrites avec la capture de carbone, stockage et usage. Mais bon, ces chiffres-là sont autant le 60% est quand même bien robuste parce que le coût d'abattement sont relativement clairs, autant les 40%, enfin, surtout les parts respectives de ces 40% sont soumis à beaucoup d'aléas. Les bioénergies, il y a des conflits d'usage, des contraintes sur le gisement. Les molécules de synthèse, c'est très coûteux parce qu'il y a énormément de conversion d'énergie. Et les molécules fossiles, on n'a pas fait la géopolitique. Donc, Aurélie, sur les sujets géopolitiques avec Maurice pour EDF, mais les choses ne sont pas dans le domaine. On n'a pas à savoir continuer à importer des combustibles énergétiques. Mais on retrouve un peu là, aussi les chiffres critiques où tu montrais que biocarburant, biométhane, en ce moment, c'est au-dessus de la version d'action pour le climat. On dit ça, forcément, les gaziers n'aiment pas, mais c'est le résultat des manifestations techniques qui méritent d'être mis sur la place publique et le troisième temps de l'optimisation, c'est une fois qu'on s'est dit que l'électricité faisait 60% des mix énergétiques à 2050, comment est-ce qu'on optimise elle-même la production d'électricité. Et là aussi, la valeur d'action pour le climat joue un rôle, mais beaucoup plus limité. C'est pas façon d'avoir ton slide à l'écran parce que c'est un peu comme ici. Et qu'à partir du moment dans un pays comme la France, ou si on part un peu d'existant, et donc on compare, on prend comme lignée les actifs en héritage d'aujourd'hui, qui sont déjà quasiment 100% décarbonés, presque 100% la production d'électricité française est décarbonée, grâce au nucléaire, à l'hydraulique et aux énergies renouvelables variables. Il y a plein de ça. Disons que les investissements
euh, dans le mix électrique français, c'est surtout du renouvellement. Donc, voilà, les valeurs d'action pour le climat nous évitent de repartir en arrière, mais on retrouve quand même un peu cette idée-là que si le contrefactuel est déjà décarboné, c'est un peu, pas paradoxal, mais en tout cas, de façon plus directe, son calcul, la valeur d'action pour le climat ne joue pas trop. Enfin, autrement dit, si vous hésitez à 2050, à partir du moment où vous êtes déjà décarboné aujourd'hui, vous serez forcément toujours décarboné à 2050, ou juste vous hésitez entre un mix 100% ENR et, on va dire au hasard, 50-50 ENR nucléaire, la valeur d'action pour le climat va pas jouer sur le point d'arrivée à 2050 et ça va vraiment pas beaucoup jouer sur la trajectoire française. Évidemment pas le cas au niveau européen, c'est pas beaucoup au niveau européen. Enjeu à mettre une valeur d'action pour le climat dans le calcul socio-économique pour insister encore plus à sortir du charbon vers le gaz. Ça, c'est typiquement le genre d'abattement que tu montrais. Si je me permets, je peux remonter dans tes slides. Pour le coup d'abattement. C'est ça. Après. Je suis en fait peut-être. Voilà. Ça. Et là, typiquement, vous pouvez aussi mettre une action au sein même du système électrique, ce qu'on appelle un peu le fuel switch, et qui a un gros mot pour dire et comment est-ce qu'on peut éjecter la production d'électricité à base de charbon et à minima la remplacer par du gaz, c'est de mettre un prix du CO2. Donc là, la valeur d'action pour le climat se transforme directement en prix ETS 1 à un niveau suffisant. C'est typiquement 80 €, il est presque, enfin 80-100 €, mais c'est typiquement une action très rentable du point de vue de la décarbonation pour le système européen, à partir du moment où les Allemands représentent beaucoup de limites de l'Est. Voilà, donc ça c'était pour un peu illustrer sur les 3 niveaux, la décarbonation de la demande énergétique, le mix des vecteurs énergétiques et enfin les choix d'investissement dans la production d'électricité, en quoi la valeur d'action pour le climat est absolument structurante. Et c'est quelque part presque par ordre décroissant d'importance, dans notre cas français. De plus en plus, on insiste vraiment sur la demande. Pour autant, il ne faut pas oublier le dernier. C'est le débat qu'on a aussi avec Alain, mais sur le coût complet du système électrique français et européen, il faut quand même faire les bons choix. Et clairement, il faut jouer à plein le signal prix du CO2. Donc, dans la production d'électricité, ça tombe bien, on a le TS1, mais il ne faut vraiment pas abandonner cette ambition-là de continuer à faire tendre le prix de TS1 de façon élevée. Là aussi, on est bien conscient de tous les sujets non seulement d'acceptabilité sociale, mais aussi d'impact sur la compétitivité. Ça rejoint la question, effectivement, là aussi, on est conscient qu'il y a quand même un sujet de coopération internationale de ce qui se passe à la frontière, mais décarboner la production d'électricité en Europe, ça reste quand même une priorité. Et donc, il faut les bons signaux de prix et donc il faut les bonnes valeurs d'action pour le climat. Et le dernier point, c'est effectivement sur la fiscalité. Là aussi, c'est un peu une sorte d'ancienne EDF en ce moment, mais c'est quand même très important. Il y a quand même un énorme différentiel entre la fiscalité gaz et la fiscalité électricité, qui n'a pas lieu d'être d'un point de vue de décarbonation. Donc là, c'est des débats qu'on a beaucoup, on a mis dans cette pièce, y compris avec le pouvoir public. Parce que du coup, on dit, mais pourquoi vous ne faites pas de péréquation il y a tellement de possibilités pour des économistes d'instruments qui permettraient de compenser les perdants. Et en fait, on nous répond, oui, mais il y a un sujet d'hétérogénéité. Sous le contrôle de collègues Sequoia à la R&D d'EDF, que les ménages les moins aisés sont plus chauffés au gaz. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est des choses qu'il faut continuer à expliquer, notamment pour le public, pour essayer quand même de faire bouger les lignes sur la fiscalité des énergies. Parce que là, c'est vraiment une sorte de quick wins, si on peut le dire, en matière de décarbonation. Enfin, j'en resterai là. Non, mais on est beaucoup, je pense que c'est tout à fait éclairant. Alors, je ne sais pas, reste peut-être s'il y a quelques questions immédiates qu'on veut te poser, sinon on attendra la discussion finale. Alors moi, je vais faire... bon, donc je vais enchaîner, puis on verra pour la discussion finale. Non, je trouve que c'est intéressant parce que d'abord, bon, tu montres finalement qu'aux 3 niveaux, la valeur de l'action climat a un rôle à jouer dans des conditions différentes. Je pense que l'intéressant, je reviens sur le premier que tu as souligné,
qui est quand même l'aspect plus structurel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été beaucoup insisté sur le fait que la valeur de l'action climat telle qu'elle est calculée par la commission climat s'applique plutôt à des choix marginaux, c'est-à-dire à des choix. Or là, ce que tu insistes, c'est sur le fait que la coordination des choix entre les côtés de l'offre et les côtés de la demande nécessite des deux côtés beaucoup d'investissement et que s'il n'y a pas quelque chose qui assure la coordination entre ces deux côtés, on va avoir un problème, soit parce que vous aurez le bon parc électrique décarboné, mais en face, il était fait pour satisfaire une demande qui n'aura pas été satisfaite, ou à contrario, si on n'a pas, si on renonce à faire que ce parc soit totalement décarboné, on peut se trouver où on attend de l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, là, etc. Et en réalité, on n'a pas l'électricité décarbonée pour nourrir. Enfin, c'est pas une plutôt sur l'hydrogène vert. Donc des deux côtés, donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que sur ces sujets de décarbonation, les calculs complets sont des sujets marginaux. Les questions de cas où il y a des interactions qui sont plus globales et plus structurelles, on les traite pas. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. La deuxième remarque que tu as faite, c'était de dire il y a 40% dans lequel il y a entre autres les bioénergies. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Et tu as dit ces 40%, c'est pas très clair. Alors, effectivement, si vous regardez dans le rapport Kinet, le principal élément qui aujourd'hui nous permet d'avoir toute séquestration, etc. Donc, c'est les forêts, donc les forêts sont importants, et donc dans le rapport Kinet, elles sont évoquées à 3 endroits. Un premier endroit, c'est en introduction pour dire que le puits de carbone est déterminant et qui se dégrade. Il est passé, on attendait 40 millions de tonnes dans la SNBC2, et dans la SNBC3, on dit qu'il serait peut-être plutôt autour de 18 millions de tonnes. Enfin, en tous les cas, il y a une grosse, il y a contestablement une diminution, et notamment une diminution qui est liée au changement climatique, parce que maintenant pas mal, mais voilà. La deuxième chose, c'est dans la partie technologique, c'est évoqué aussi en soulignant finalement qu'il y a beaucoup d'incertitudes à la fois sur d'éventuels nouveaux stockages technologiques, enfin d'autres choses que la forêt, mais il y en a aussi beaucoup sur la forêt, donc c'est l'incertitude. Et puis la troisième chose, c'est que ça se conclut par une recommandation disant qu'il faudrait, qu'il faut continuer à poursuivre parce qu'on n'est pas complètement sûr que l'application de la VAC fonctionne bien dans le contexte des forêts. Alors, il se trouve que ça recoupe un travail qu'on a fait notamment avec Fanny Henriet, qui est enseignante dans cette école, mais qui est à Marseille, donc elle n'est pas là aujourd'hui, sur une note qu'on a faite pour le Conseil d'analyse économique, dont l'origine n'était pas la même chose. L'origine, c'était plutôt quelque chose qui est assez convergent, c'était une réflexion sur le PIB. Quand on regarde le PIB, si on dégrade les actifs naturels, ça se voit pas, et donc forcément, si on a l'œil rivé sur le PIB, tout ce qui est des enjeux de développement soutenable, de préservation des actifs naturels, on ne prend pas en compte. Et donc la forêt nous semblait un bon exemple pour voir ces enjeux-là, sachant que dans les forêts, il n'y avait pas que le carbone. Là, aujourd'hui, on ne parle que du carbone. Donc, l'enjeu, ce qu'on nous avait demandé de travailler là-dessus, c'était avec l'idée que c'était intéressant parce qu'on parlerait aussi d'autres choses que du carbone, d'autres services de régulation, de services récréatifs, etc., ce qui est vrai. Ceci étant, il s'est trouvé qu'assez vite, le sujet carbone est revenu de manière très prégnante, avec un certain nombre de controverses par rapport aux politiques publiques. Les politiques publiques, au fond, on a deux manières de faire contribuer les forêts à la décarbonation, à la transition de décarbonation. D'une part, on peut utiliser des possibilités de substitution, typiquement le bois énergie, mais enfin ça peut être aussi le bois construction, etc. C'est-à-dire qu'on va utiliser du bois en substitution d'autres technologies qui sont polluantes. Alors soit pour la construction, ça va être au fait que faire du béton, faire de l'acier, ça nécessite des émissions de CO2, etc. Et puis, il y a une deuxième manière, et c'est ce qui focalisait, comme j'ai dit en introduction, qui était la question du puits de carbone, c'est-à-dire qu'on peut stocker le carbone dans les arbres et que ça compte dans l'équilibre global de nos émissions de CO2. Mais dans les deux cas, il y a des grosses controverses. Dans le cas, mettons, du stockage dans les forêts, pas trop de débat en France, si sur les programmes de restauration, mais on peut constater que
Le problème d'abord, c'est que le carbone stocké par les extensions de la forêt et la restauration, ça va arriver, c'est pas tout de suite. Mais par contre, à l'étranger, il y a tout le débat sur les compensations forestières où des industries polluantes qui disent, bah, moi, je compense en plantant des arbres et pour une tonne de CO2 émis, j'ai planté tant d'arbres et donc j'ai bien tout compensé. Donc, on l'a dans les compensations, notamment avec les programmes au niveau international, d'IRET+, etc. Et donc, l'impression que, de manière curieuse, il suffit de payer 5 euros pour compenser une tonne de carbone émise, alors qu'on est en train de parler de 250 euros, ça frappe quand même un peu les gens. Donc, il y a un peu cette question sur est-ce qu'on compte bien, est-ce qu'on évalue bien le carbone qui a été stocké quand on fait ces calculs de compensation. Et puis, il y en a un deuxième qui est sur une vieille histoire, qui est l'idée quand on fait de la substitution, de la neutralité carbone. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que dans l'ETS, la biomasse n'a pas à amener de crédit de quota ETS si on enlève des arbres pour mettre dans des chaudières, il n'y a pas à amener dans des grosses chaudières qui seraient des installations. Il n'y a pas besoin d'amener de quota CO2. Et assez vite, les gens se sont rendus compte. Alors, le raisonnement, c'est la neutralité, de dire oui, mais on va replanter un arbre derrière, et un jour, le carbone, il sera là. Sauf que on n'est pas dans Astérix, c'est le domaine des dieux. Il n'y a pas quelqu'un qui met de la potion magique sur les glands et qui fait quand on enlève un arbre, immédiatement, il y a le chêne qui a repoussé derrière. Donc, or, c'est comme ça qu'on faisait les calculs sur la substitution et sur le bois énergie. Donc, sur le principe, tout le monde est d'accord de dire, bah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il restait la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel calcul économique faut faire pour évaluer la substitution? Et donc, il s'est trouvé que ça rebouclait un peu notre travail, parce que quand on regardait l'évolution du puits de carbone, on se rendait compte qu'il y a un problème de question qui est la question de biais. Est-ce qu'on n'a pas un biais systématique en faveur de certaines politiques? Mais il y avait aussi ce qui était mis en exergue, y compris par la prospective qui est citée dans le rapport, sur le fait qu'il y a des arbitrages, c'est-à-dire que si on fait plus de substitutions, ça se fait au détriment du puits du puits de carbone pendant très longtemps, quoi. Donc, on n'est pas juste sur un problème d'incertitude exogène, on est plus sur un problème de comportement et de choix et de morale. Donc, le point clé, donc il se trouve que par ça, on était amené à travailler au fond, sur comment faire pour intégrer. Et le point clé et la difficulté, c'est que quand on est avec du stockage dans les forêts, mais ce qu'a évoqué au fond Charles sur certaines technologies de décarbonation, la question des véhicules électriques, c'est qu'en fait, on est de plus en plus souvent dans des situations où on a évalué des projets où le stockage du carbone, il va être temporaire. On va avoir du stockage de carbone tant que le parc électrique n'est pas en place, etc. Donc, c'est ce caractère temporaire qui est le point clé. Donc ensuite, comment on peut faire? Quelle serait la bonne clé? Donc il y a deux questions. Donc une première question qu'on se posait dans le contexte de changer l'évaluation du PIB, c'était une question, est-ce que la valeur de l'action carbone que calcule Alain est la bonne pour de la comptabilité nationale, avec la question comme ça a été dit, la valeur de l'action carbone, c'est pour mettre en œuvre une politique où on a fixé l'objectif. Vous avez un gouvernement aux États-Unis entre Obama, Trump, Biden, Trump, si on se cale sur les objectifs politiques, la valeur de l'action carbone, elle fait le yo-yo selon les choix politiques. Donc ça, c'est un peu un problème pour éclairer. Si l'enjeu de la comptabilité nationale, c'est plutôt d'éclairer les choix politiques, on ne peut pas les prendre comme une donnée d'entrée. Enfin, donc ça, c'est le sujet. Mais le second sujet qui est plus technique, mais qui va un peu retrouver ces problèmes-là, c'est cette temporalité, parce qu'on pourrait se dire, je vais être astucieux, on dit, le problème, c'est graphique autour. Donc, le problème, c'est qu'on veut faire l'évaluation d'un projet de stockage, mettons, et comme ça. OK, pendant un certain temps. Donc, ça, c'est la quantité stockée. Ah, on est malin, on peut dire, oui, mais c'est simple. Ça, on peut dire que c'est ça, moins ça. Donc, avec la valeur de carbone d'Alain, on peut faire ça. Sauf que si vous faites ça, donc, ce calcul, ça va être
à l'instant zéro. Donc, vous allez dire, bah, un stockage temporaire de ça, c'est un stockage infini à l'instant zéro, moins un déstockage infini à l'instant t. Donc, je l'ai déclaré la puissance t. Donc, ça, c'est la valeur de mon stockage temporaire. Sauf qu'il vous avait dit que la vague t, c'est vague 0 multiplié 1 concert puissance t. Donc, comme l'a dit Alain, passer à une approche budget carbone, et c'est ça qui est derrière, ça a été un très grand progrès, mais clairement, ça ne nous règle pas la question de comment on traite la temporalité. Alors, pour ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on est revenu, c'est de dire il faut revenir à un calcul dans lequel on va actualiser les dommages, c'est-à-dire, et comme on est maintenant dans le contexte de dommages climatiques, ce qu'on va regarder, c'est non plus essayer de faire ça astucieusement. Il faut faire ce qu'a fait la commission Biden en mettant pour le calcul du coût social du carbone. Donc, si on est en coût social du carbone, à ce moment-là, on peut faire des dommages temporaires. On regarde les dommages qui vont durer qu'une certaine durée. Et donc, on peut régler ça. Donc, on peut faire ça. Alors, c'est l'approche qu'avait suivi Groom et Venmans, qui étaient les académiques pour traiter de l'évaluation des projets RED+, où ils voulaient, et le problème c'était la temporalité, le fait que le stockage ne soit pas permanent, du fait des événements extrêmes, du fait éventuellement de l'accélération des coupes. Alors on arrive avec ça, dans ce cas-là, à dire qu'une tonne de carbone stocké dans la forêt, il faut mettre un facteur 0,4 par rapport à une tonne stockée de manière permanente. Ce qui veut dire que, évidemment, pour les projets de stockage type restauration, on va moins leur donner de bénéfices, on va limiter un peu les écarts. A contrario, pour les projets de substitution, typiquement quand on fait le bilan ou avantage d'un projet de substitution, d'un côté, on va avoir, si on fait le bilan carbone, on a d'un côté l'effet de substitution. Si je fais de l'énergie avec de la biomasse forestière, mettons pour une tonne de carbone déséquestré, j'économise 0,5 tonnes de gaz, de l'émission de gaz, donc là j'ai un effet de substitution, mais de l'autre j'ai déséquestré, et comme j'ai déséquestré, et qu'il n'y a pas eu l'effet panoramix, il faut dire qu'il y a quand même 0,4 de carbone, il y a l'équivalent de 0,4 de carbone qui a été stocké. Donc avec ça, on peut faire du calcul économique. Le problème, comme j'ai dit, c'est que ce n'est pas tout à fait cohérent avec le cadre qui a été pris, qui est plutôt un budget carbone. Alors c'est mieux. C'est 0, c'est pas négatif, c'est déjà bien, mais il y a effectivement que ces questions de temporalité sont, je pense, maintenant incontournables. Donc voilà, ça illustre le fait qu'il y a un programme, mais d'un autre côté, il y a de nouvelles questions qui émergent, notamment ces questions de temporalité, et qu'on aura à les traiter en trouvant des... Ok, je vous propose peut-être de passer, s'il y a d'autres questions, à l'un de nous trois. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Jean-Michel, tu as des questions? Il y a peut-être d'autres questions, j'en ai, oui. Ah, tu as à nouveau le droit de poser des questions. Donc Oui, ma question, elle est alors pas pour la commission de SHV, mais pour la prochaine, parce que c'est plutôt effectivement satisfait de la commission résultat actuelle. Et ma question, elle est un peu orientée par un autre débat, le débat actuel sur la souveraineté industrielle. Il se trouve là que si on décarbone assez vite la France, on va mettre en œuvre des technologies qui nous évitent des émissions directes en France, et que si on veut aller vite, il est possible, et même probable, qu'une bonne partie de ces technologies ce sont des technologies importées. Donc, je pense évidemment aux véhicules électriques, je pense un petit peu moins, mais quand même aussi aux pompes à chaleur, mais c'est aussi, on peut penser à certaines technologies de production d'électricité. Et donc, comment on l'intègre? Alors, ma question rejoint un petit peu l'histoire des filtres de carbone. On pourrait dire l'intégrer, si on fait un bon calcul, c'est une technologie importée, on devrait quand même intégrer le fait dans son coût, le fait qu'elle a émis, par contre, dans un pays plus carboné que nous, elle a émis du CO2, et donc lui mettre une pénalité dans le calcul qu'on met en œuvre. Hein. Mais là, je pense qu'on ne l'a pas fait, mais ça serait intéressant de voir, et c'est la même question que j'ai posée, le graphique sur le coût d'abattement des véhicules électriques. Je me suis posé la question, c'est le véhicule électrique qu'on a choisi. Est-ce que c'est une BYD? Est-ce que c'est une Renault? Ou c'est une... Où est-ce qu'elle a été fabriquée? Boris, il doit savoir.
Sur les enjeux de l'industrialisation, je crée un peu deux dimensions dedans. L'aspect purement politique industrielle, qui est un peu normative ici, fait, comme Berlin, on est suivi SNBC qui fait des hypothèses de croissance de l'activité économique de l'industrie. Nous, on pris comme hypothèse que l'industrie est là et qu'elle devrait décarboner et mettre les investissements en face en élasticité. Et il y a l'autre question qui est celle de si on apporte les équipements de décarbonation, effectivement, il faut prendre en compte le carbone de ces équipements. Alors, on n'est pas allé aussi loin que ça dans l'évaluation, mais clairement, c'est une chose pour laquelle on pourrait pousser un peu d'avoir une analyse en cycle de vie des équipements, mais ce n'est pas pris directement. Voilà, Oui, je peut-être. me demandais s'il n'y a pas une autre question, enfin, c'est vraiment une question, hein, c'est de se dire, finalement, maintenant, on a quand même aussi un arbitrage qui est, est-ce qu'on serait prêt à assumer un coût d'un bâtiment plus élevé avec des technologies nationales, plutôt que de rechercher le coût d'un bâtiment le plus bas avec des technologies importées. Je pense je ne sais pas si on saurait l'objectiver, mais typiquement, je rebondis sur la question de Jean-Michel, parce que je pense que quand Patrick Ricky a fait ses travaux, c'était quand même implicitement une bonne vieille voiture européenne, mais ce serait intéressant de regarder le coût d'abattement aujourd'hui entre un véhicule importé chinois, typiquement, et puis, deux façons de faire, si on raisonne en analyse socio-éco, soit une approche un peu normative, refuse d'avoir trop d'importations, type d'importation de telle technologie, donc se met une contrainte en plus. Au calcul du coût d'abattement, on va prendre en compte cette contrainte. Mécaniquement, soit on a une approche un peu plus explicite monétairement, on donne une valeur sociale souveraineté, je ne savais pas comment on l'a mis. Mais là, c'est un peu comme les gains de santé. Dans les approches qui, quand on fait de la rénovation dans les logements, on prend en compte aussi les gains socio-économiques sur la santé et des valeurs tutélaires associées aux pertes de gains en portabilité, en etc. Et il faut qu'il y ait des valeurs derrière et des indicateurs derrière. C'est simplement pour pouvoir les montrer. Moi, je un peu de réaction, je ne sais pas si je peux m'autoriser une réaction par rapport à ce que tu dis, mais le problème, là, on fait de l'évaluation socio-économique, c'est-à-dire on regarde ce qui serait bien socialement. Le CIBAM, on est à l'opposé, on essaye de de faire que quand il y a des importations de produits qui contiennent du carbone, on tienne compte de ce carbone importé. On a du mal pour le mettre en place, effectivement, pour tout un tas de raisons. Et quand on fait le calcul social, si une voiture venant d'un certain pays a émis 2 fois plus de carbone dans sa phase de construction qu'une construite nationalement, je pense que la première chose à faire, c'est d'intégrer ça. Et en plus, ce ne serait pas du tout anormal. En matière d'investissement, parce que ça fait des années qu'on applique les valeurs de l'action climat, pendant longtemps, au ministère des Transports, on appliquait la valeur de l'action climat que pour la partie d'émission, la partie en phase d'exploitation. Maintenant, Dieu merci, c'est corrigé. On admet, ce qui permet d'éviter un débat, c'est-à-dire qu'effectivement, les investissements de décarbonation, ils émettent pendant leur phase de construction un certain nombre de carbone. Donc, pour les investissements de décarbonation qu'on fait en France, on compte bien les émissions qui ont été émises dans la partie industrielle qui se fait en France. Donc, je ne vois pas bien, au nom de port, on ne tiendrait pas compte de la partie carbone qui est incluse dans le produit importé. Enfin, c'est ma réaction un peu par rapport à ça. Avant d'aller chercher un prix fictif de la vie ou d'autres choses, je pense que là, il y a quelque chose quand même de très simple à faire et qui peut compter, je pense, dans certains cas, parce qu'il y a des fois, les contenus en carbone des produits importés peuvent être tout à fait, peuvent compter dans le calcul socio-économique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est poser des questions de la comparabilité des approches sur cette carbone
notamment avec l'application adaptée avec les approches des entreprises et je sais qu'ils ne sont pas du tout les mêmes. On en retient que la méthode, l'approche est importante et comparable maintenant dans l'entreprise que les chiffres eux-mêmes et cette simplification aussi. Non, non. D'ailleurs, dans la commission, on avait volontairement essayé de faire participer de manière active plusieurs représentants d'entreprises, à la fois industrielles et financières, pour justement essayer de voir comment faire converger les approches. Alors, en fait, ce qui est frappant, alors effectivement, les taux d'actualisation ne sont pas les mêmes. Aucune entreprise n'est vraiment calée sur la valeur de l'action pour le climat. Les entreprises sont plutôt calées sur les prix d'ETS, des projections d'ETS. Et j'imagine que quand on est une entreprise publique comme EDF, on doit être en permanence confronté à ce double référentiel. Moi, ce qui me paraît surtout important pour les entreprises, qui n'est pas encore totalement approprié, c'est cette idée simplement de trajectoire. J'ai remarqué que les entreprises, y compris les grandes entreprises, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour EDF, mais ont plutôt tendance à raisonner sur une valeur fixe, à 100 €, 200 € peut-être, et à réviser cette valeur de manière régulière dans le temps, mais en revanche avoir une forme de réticence, à une difficulté à un moment donné du temps, avoir une trajectoire croissante. Et donc pour moi, c'est ça, effectivement, c'est ça qui me paraît important, c'est, voilà, chacun peut éventuellement avoir, je dirais, une valeur différente, pour des usages qui sont différents, mais voilà, ce qui serait déjà bien, c'est d'instaurer cette notion de trajectoire. Parce que sinon, si le taux d'actualisation de l'entreprise privée est plus élevé et qu'elle n'a pas de trajectoire, la valeur est très vite écrasée. Mais sachant qu'il y a quand même une question qu'on peut peut-être évoquer. Dans le calcul de la valeur de l'action carbone du rapport, il y a effectivement une valeur et une trajectoire. Dans les pratiques des entreprises qu'on a auditionnées, il y a quand même des pratiques plus divergentes où il y aurait un prix du carbone pour les OPEX, un prix du carbone pour les CAPEX, un prix du carbone pour la R&D, etc. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça, ou si, en fait, en mettant les bonnes trajectoires, on s'en sort avec un seul prix et ça évite d'avoir sans doute des incohérences entre la limite et la frontière des OPEX et les CAPEX. Mais encore faut-il que la trajectoire soit bonne. Je ne sais pas si c'est un débat qu'il y a. Comme disait Aurélie, bon, c'est vrai qu'on rentre quand même beaucoup sur les deux options, enfin les deux par notion, l'approche un peu socio-économique, c'est le surtout l'exposition socio-économique et la et l'approche un peu plus décentralisée, les méthodes d'optimisation un peu plus proche du marché au sens décentralisé, et des prix explicites CO2, et dans les trois briques de mobilisation que j'ai évoquées, ce qui est la troisième, la production de capacité, effectivement, on se contente un peu de l'approche prix explicite du CO2. Par contre, en trajectoire, on a bien une trajectoire. C'est dans les zéro, cette trajectoire, les prix explicites du CO2 dans le TS1, dans l'électricité et l'industrie, qui est calibré de 400 par atteindre cette carbone. Donc, c'est un peu d'évaluer nos investissements face à ces scénarios, donc à cette trajectoire, c'était autrement. Mais on est conscient, voilà. Et vous êtes dans un secteur qui a un prix effectif, Oui, avec des spécificités, enfin, qui est entièrement dans d'autres entreprises qui utilisent des critères encore beaucoup plus éloignés des critères économiques, des critères du style PTI, c'est-à-dire on se donne des objectifs quantifiés de leur réduction en pourcentage et sans valeur économique derrière. Et ça, c'est vraiment beaucoup de communiquer là-dessus. Et alors que elles sont vraiment anti-économiques. mais qui aurait besoin d'un prix du carbone cohérent pour pouvoir. Ok, est-ce qu'il y a une question rentrée? Oui.
à la technologie civile, plus le café là. Est-ce que c'est parce que dans le rapport, on se focalisait plus sur les 50% d'émissions qui a fait un peu décarboner avec les technologies qui arrivent, et qu'on a lancé pour l'instant les autres technologies domaine, même si c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce qu'on part du principe qu'on va pouvoir tout décarboner? Je pensais, c'est Alain, non? Oui, oui. Non, c'est Alain. C'est bon. Mais globalement, on fait l'hypothèse qu'on sera les 80% qui ne sont pas traités par la sécurité. On fait l'hypothèse qu'on sera tout décarboné, c'est-à-dire qu'il y aura une technologie disponible pour le faire. Donc, en termes de maturité technique, on fait cette hypothèse un peu volontariste. Ensuite, il y a une deuxième question qui est la maturité économique. Et là, ce que nos calculs indiquent, c'est que on assume que les technologies de fin de période et une maturité économique faible ou insuffisante, qui font que, on a besoin quand même d'un puits de carbone. Dans un scénario où les puits de carbone seraient à zéro, je crois que globalement, on ne saurait pas arriver à zéro émission nette, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on voit bien que le coût de sortie des technologies est élevé, puisqu'il est proche de 600 € la tonne. Peut-être qu'on peut, si tu me dis, pour donner deux éléments. Un premier, c'est que ces exercices-là, puisque c'est le troisième exercice, on est passé quand même d'une approche qui ne faisait qu'une approche très macroéconomique, où on avait une fonction de production globale, on révélait le prix implicite de la décarbonation et on ne savait pas de quelle technologie on parlait. Et je pense que ça a été l'apport de la précédente commission de se rendre compte que la décarbonation, c'est quand même des technologies particulières sur des marchés particuliers, etc. Et que cette vision globale ne va pas du tout, quoi. Donc aujourd'hui, on a pleinement intégré dans le rapport qui n'est pas cette dimension, c'est-à-dire que, et d'où des outils développés pour avoir les technologies qui sont développées. Par contre, la question de la coordination, de la maturité, on ne place pas les technologies par TRL pour voir éventuellement sur le marché. Et clairement, c'est une question, je pense que c'est une question que traite d'ailleurs actuellement à France Stratégie, une commission qui anime Jean-Paul Witt et Teto Pogba, enfin, qui est justement sur l'évaluation socio-économique, qui part plutôt d'ailleurs des évaluations socio-économiques de France 2030, enfin, industrielles, pour essayer de voir comment on peut faire de l'évaluation socio-économique et comment on peut améliorer la manière dont on fait les évaluations économiques sur ces projets-là. Donc, c'est clairement dans l'actualité de continuer à rapprocher l'aspect réalité d'une transition industrielle et d'autre part l'évaluation socio-économique. Je pense que c'est vraiment vous avez bien raison. OK. Bon, il me reste à remercier Alain et Charles, parce que je trouve que c'était tout à fait intéressant et finalement ça peut